La France s'est engagée pour le respect des valeurs humanistes, de tolérance et de respect de l'humanité à travers les actions qu'elle conduit, non seulement en Irak, au sein de la coalition, en Syrie et partout ailleurs sur le continent africain, comme en témoigne notre engagement à la fois au Mali ou en République centrafricaine. Et partout où il y a des femmes, des hommes qui sont persécutés en raison de ce qu'ils sont, de ce que sont leurs appartenances religieuses, politiques ou leur orientation sexuelle, la France est là pour rappeler les valeurs fondamentales des droits de l'homme, rappeler ce qu'est le message multiséculaire que les peuples du monde ont appris à aimer d'elle, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, pour faire en sorte aussi que partout où des femmes et des hommes sont persécutés, il y ait un refuge où la vie puisse se poursuivre avec le bénéfice de la protection. Cette protection que l'on doit toujours aux réfugiés qui, depuis 1793, inspire la politique de la France. Nous agissons en Irak, en Syrie, en Afrique. Nous agissons résolument en Europe et nous agissons également dans notre pays de manière à faire en sorte que notre système d'asile et que notre politique migratoire soient à la hauteur des enjeux auxquels notre monde se trouve confronté. Nous agissons d'abord en Europe, et le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure avec force à l'Assemblée nationale, la France n'a pas attendu la crise migratoire qui se déploie sous nos yeux depuis plusieurs semaines avec cette dimension tragique pour agir. Dès le 30 août 2014, à la demande du Président de la République, je m'étais rendu, il y a donc de cela plus d'un an, dans les principales capitales européennes pour tenter de faire partager à mes homologues des pays de l'Union européenne un projet et des propositions susceptibles d'inspirer la politique de l'Union, c'est-à-dire les propositions de la Commission en matière de politique migratoire. Quel était le constat et que contenaient ces propositions ? D'abord, l'importance des flux migratoires. L'arrivée, déjà en 2014, de près de 200 000 migrants qui avaient franchi les frontières extérieures de l'Union européenne, notamment en Italie, mais pas seulement en Italie. Certains déjà franchissaient les frontières extérieures de l'Union européenne en Grèce. Le constat qu'il y avait parmi ceux qui venaient sur notre continent des réfugiés qui relevaient du statut de réfugiés en Europe parce qu'ils étaient persécutés dans leur propre pays, mais également des migrants qui avaient fui la misère dans leur pays, qui venaient pour beaucoup d'entre eux d'Afrique de l'Ouest et qui cherchaient, parce que les passeurs les avaient convaincus que cela était possible, un avenir économique pour eux-mêmes et pour leurs familles sur le territoire européen. Et la première proposition qui avait été formulée par la France était celle de la nécessité urgente d'un dialogue avec les pays de provenance, notamment les pays de la bande sahélo-saharienne, de manière à ce que l'immigration économique irrégulière puisse être prévenue plutôt que de devoir être constatée, et que nous puissions, par la mise en place de centres de maintien et de retour, éviter que ces familles, que ces hommes, ces femmes ne se retrouvent entre les mains des passeurs et n'empruntent ce voyage de la mort qui a conduit, en 2014, près de 3000 femmes, hommes, enfants à trouver la mort en Méditerranée. La deuxième proposition que formulait la France, et ça avait fait l'objet d'une discussion extrêmement animée, mais en même temps très riche avec l'Italie, était que l'on supprimât l'opération Mare Nostrum pour lui substituer une opération sous la maîtrise d'ouvrage de Frontex, parce que Mare Nostrum, qu'avaient décidé les Italiens seuls, avait eu pour vertu, parce que c'était une opération humanitaire digne et noble, de sauver des vies, mais comme elle avait aussi incité les passeurs à mettre davantage de migrants sur des embarcations de plus en plus nombreuses et de plus en plus frêles, à la fin, il y avait plus de sauvetages, mais il y avait aussi plus de morts. Et c'est la raison pour laquelle nous pensions qu'une opération conduite sous la maîtrise d'ouvrage de Frontex était de nature à permettre un meilleur contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne et en même temps d'armer l'Union européenne dans un combat qui devait être mené absolument, celui de la lutte contre les filières de passeurs, c'est-à-dire contre les organisations internationales du crime, qui sont de véritables filières de la traite des êtres humains. Travailler avec les pays de provenance, substituer
à l'opération Mare Nostrum, une opération sous maîtrise d'ouvrage de l'Union européenne, c'est-à-dire de Frontex. Lutter contre les filières de l'immigration irrégulière, sauver des vies, en même temps que l'on assurait la protection de nos frontières extérieures, c'était l'ambition que proposait la France à nos autres pays de l'Union européenne. Nous pensions aussi que dès lors que les flux étaient importants et que 5 pays seulement sur 28 de l'Union européenne accueillaient 75% de la demande d'asile qui s'exprimait en Europe, nous estimions qu'il était normal qu'émergent les fondements d'une politique européenne de l'asile qui aurait permis une répartition plus équitable des demandeurs d'asile entre les différents pays de l'Union européenne, de telle sorte à ce que l'Europe soit à la hauteur de sa réputation et qu'elle puisse, conformément aux valeurs des pères fondateurs, affirmer des valeurs que la France avait longtemps portées et qui devaient conduire l'Europe tout entière, par-delà les différences qui existaient entre ces nations, à être à la hauteur des drames humanitaires que nous sentions se profiler. Nous pensions aussi qu'il était important, et c'était notre 4e proposition, qu'au moment du franchissement des frontières extérieures de l'Union européenne, sous maîtrise d'ouvrage de la Commission, avec la contribution éventuelle du HCR et de Frontex, il y ait un dispositif organisé permettant de distinguer les réfugiés des migrants économiques irréguliers, de manière à procéder à l'enregistrement de tous, de pouvoir accueillir dès leur arrivée sur le territoire de l'Union ceux qui relevaient de l'asile en Europe pour éviter cette errance et ce nouvel exode sur les routes européennes, et que Frontex puisse, parce qu'il y aurait eu préalablement des accords de retour avec les pays de la zone sahélo-saharienne, organiser le retour, l'éloignement dans des conditions humaines des migrants qui relevaient de l'immigration économique irrégulière. Ces propositions ont été formulées sans trêve ni pause par la France au cours des derniers mois, jusqu'à ce que l'Union européenne, après que la France avait mutualisé ses propositions avec l'Allemagne, décide de reprendre un certain nombre d'entre elles pour les soumettre à la délibération du Conseil Justice Affaires intérieures et du Conseil européen. Au cours des derniers mois, nous avons tout fait pour que le dispositif de solidarité assorti des conditions de responsabilité que je viens d'indiquer soit mis en oeuvre. Nous nous sommes réjouis que 40 000 réfugiés puissent être répartis entre les 28 pays de l'Union européenne sur une base volontaire, et le Conseil Justice Affaires intérieures de lundi a définitivement acté ce principe. Et nous avons, avec l'Allemagne, compte tenu de l'ampleur de la crise migratoire, indiqué que nous étions disposés à accueillir 120 000 réfugiés supplémentaires au titre du processus de relocalisation, compte tenu de l'ampleur de la crise et de la nécessité, face à cette crise, d'être à la hauteur du défi en remplissant nos obligations politiques et morales. Bien entendu, l'importance du flux de réfugiés résultant de l'activité intense des passeurs, mais aussi de la dégradation de la situation internationale et de la situation politique à la fois en Libye et en Syrie, cette augmentation du flux a conduit le gouvernement allemand à décider dimanche soir de rétablir des contrôles à la frontière, sans pour autant fermer sa frontière avec l'Autriche, de telle sorte à ce que soit garantie la bonne application des règles qui régissent l'Union européenne, et notamment des règles de Dublin et de Schengen, parce qu'il ne peut pas y avoir de solidarité s'il n'y a pas le respect des règles qui lient les pays de l'Union européenne les uns aux autres. J'avais d'ailleurs, et cela avait été critiqué, pris des dispositions similaires il y a de cela 3 mois, lorsque nous avions constaté à la frontière franco-italienne un afflux de réfugiés qui nécessitait qu'on prisse ces mesures de régulation et de prudence, et le Premier ministre a indiqué tout à l'heure que si nous devions être amenés, dans des circonstances identiques à celles que nous avons déjà vécues, à procéder aux mêmes dispositions, nous les mettrions en oeuvre, et je dois vous indiquer, par souci de transparence, que toutes dispositions dans les services qui relèvent du ministère de l'Intérieur sont d'ores et déjà prises pour le cas où nous devrions, ce que nous ne souhaitons pas,
faire face à une situation de cette nature. Donc la France a été constamment à l'action en Europe, elle l'est encore aujourd'hui, et elle est autour d'une doctrine claire que le Premier ministre a rappelée tout à l'heure à l'Assemblée nationale et qui se décline en 3 principes. Le premier, c'est la réaffirmation par la France et par la France au sein de l'Union européenne de la non-négociabilité du statut de réfugié, plein, un et entier comme les principes de la République, et qui doit, pour tous ceux qui sont en besoin de protection, s'appliquer sur le territoire européen, d'où que ces réfugiés viennent, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs orientations politiques, dès lors, bien entendu, qu'ils ne sont pas liés à ces groupes abjects qui, en Syrie, sèment la barbarie et la haine. Et comme le Premier ministre, je veux dire ici, à la tribune du Sénat, qu'il y a comme un manquement, un abaissement au principe du droit d'asile que de considérer que l'on pourrait accueillir les uns et les autres, les chrétiens et pas les représentants des autres minorités, car si nous faisions cela, nous dérogerions au principe de l'asile, et pour m'être entretenu avec les représentants des cultes, et notamment avec les représentants de l'épiscopat, je sais que sur ces valeurs universelles et ces principes, il y a, par-delà la sphère publique et politique, un large consensus entre tous ceux qui sont soucieux de voir les principes de l'humanité, de la civilisation humaine, les principes humanistes s'appliquer dans leur entièreté. Et ici, à la tribune du Sénat, je voulais rappeler la nécessité de ne jamais oublier ces principes dès lors que l'essentiel est en jeu, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité. Nous avons agi en Europe, nous avons agi dans cet équilibre responsabilité-humanité, nous avons aussi, et vous le savez mieux que quiconque puisque vous avez largement participé à ces débats, agi en France. Car il ne s'agit pas simplement d'être dans la générosité. On ne peut pas se contenter simplement d'affirmer des principes. Face à une crise grave, il faut être en situation, lorsque les principes sont énoncés, de faire face. Et c'est la raison pour laquelle la doctrine de la France n'a jamais changé en Europe. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais dérogé à cet équilibre entre humanité, responsabilité et fermeté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre au niveau notre système d'asile en France. Qu'avons-nous fait? Au terme des travaux qui ont été conduits par à la fois Valérie Létard et Jean-Louis Touraine, c'est-à-dire à la fois par l'Assemblée nationale et le Sénat, par la majorité et l'opposition, ou par Jeanine Dubié et Arnaud Richard à l'Assemblée nationale. Qu'avons-nous fait au terme des amendements et des réflexions qui ont été conduites par les rapporteurs du texte relatif à l'asile, aussi bien à l'Assemblée nationale? Je veux saluer le travail de Sandrine Mastier, du président de la commission des lois, Jean-Jacques Urvoas, que ici, au Sénat, et je veux saluer le travail du président Philippe Bas et du rapporteur François-Noël Buffet. Nous l'avons fait ensemble, même s'il y a eu des débats. Nous avons voulu d'abord mettre notre système d'asile en conformité avec les directives européennes, aux meilleurs standards européens. Cela nous a conduit à réduire de 24 à 9 mois la durée de traitement des dossiers des demandeurs d'asile. Comment l'avons-nous fait? Non pas en le décrétant, mais en donnant des moyens significatifs à l'OFPRA. Plusieurs dizaines d'emplois ont été créés, 50 très exactement. D'autres le seront au terme des décisions que nous avons prises de nous inscrire dans la relocalisation, 196 très exactement au sein de l'OFPRA, de l'OFII et des services préfectoraux dans le cadre de la mise en œuvre du guichet unique dans les prochains mois. Nous avons décidé aussi de mettre au niveau notre dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en créant 13 000 places en CADA, auxquelles s'ajoutent les 5 000 annoncées par le Premier ministre cet après-midi à l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions faire face à nos obligations dans le cadre du processus européen de solidarité, de relocalisation et de réinstallation, ce qui portera l'effort de ce gouvernement en matière de mise à niveau des conditions d'accueil des demandeurs d'asile à 18 500 places en CADA d'ici à la fin du quinquennat, là où il en avait été créé 2 000 au cours de la précédente législature. Nous avons également décidé
de faire en sorte que les droits des demandeurs d'asile devant les instances où leurs dossiers sont examinés puissent être davantage reconnus. C'est ainsi que nous avons, par exemple, dans la loi, prévu le caractère suspensif des démarches devant le juge dans le cadre de procédures accélérées ou autorisé les demandeurs d'asile à être accompagnés de leur conseil lorsqu'ils engagent des démarches à l'OFPRA. Quel est le résultat de cette loi ? Parce que les moyens ont été alloués avant que la loi ne soit votée. D'abord, nous avons réussi cette année à augmenter de 20% le nombre de dossiers traités et par là même à raccourcir d'autant, de 20%, la durée des délais des dossiers des demandeurs d'asile, ce qui permet un traitement à la fois plus humain, plus rapide, une prise en compte plus exigeante de ce qu'est la difficulté auquel les demandeurs d'asile sont confrontés, et en même temps, le retour à la frontière dans des conditions plus simples, humainement et administrativement, de ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Je me souviens que nous avons eu ce débat lorsque la loi Asile a été votée, et je veux là aussi réaffirmer clairement les principes devant le Sénat. Si nous voulons pouvoir accueillir tous ceux qui relèvent du statut de réfugiés en Europe et en France, il y a une condition de cette soutenabilité. C'est que ceux qui ne relèvent pas de l'asile, parce qu'ils en ont été déboutés après des procédures où leurs droits ont été reconnus après avoir été confortés, doivent pouvoir, dans des conditions humaines, être reconduits à la frontière. Sinon, il n'y a pas de soutenabilité de l'asile en France. Et raccourcir les délais, c'est permettre une reconduite dans des conditions plus aisées de ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Alors, j'entends parfois un certain nombre de parlementaires ou de responsables politiques indiquer que nous ne reconduisons que 10 à 17% des déboutés du droit d'asile et que les autres restent en France. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, le nombre de ceux qui, déboutés du droit d'asile, ont fait l'objet d'un éloignement dans des conditions particulièrement méticuleuses par les services qui veillent aussi, lorsqu'il y a la reconduite, à ce que les principes d'humanité soient respectés, les déboutés reconduits ont augmenté de près de 20% au cours de l'année qui vient de s'écouler, et nous entendons poursuivre, à la faveur de cette loi, ces efforts, parce que sinon, il n'y aura pas de soutenabilité de ce que nous faisons. Je dois dire aussi qu'il en est de même pour que ceux qui ne sont pas déboutés du droit d'asile et qui relèvent de l'immigration irrégulière doivent aussi pouvoir être reconduits. Et là aussi, je donnerai, au moment des échanges après la discussion générale, des chiffres extrêmement précis, mais pour que vous ayez un ordre de grandeur, lorsqu'il s'agit des reconduites forcées, c'est-à-dire celles qui sont les plus difficiles à mettre en œuvre, je ne parle pas des retours spontanés que l'on a par le passé comptabilisés dans les retours. Si je ne tiens compte que des retours forcés, ils ont augmenté au cours de l'année précédente de plus de 13%, et sur la période 2012-2015, ils sont passés de 13 000 à 16 000, parce que là aussi, il n'y a pas de compatibilité entre la volonté de pouvoir accueillir tous ceux qui doivent l'être et une sorte de manquement dans la fermeté qui doit s'appliquer à ceux qui ne peuvent pas être accueillis sur le territoire national. Il n'y a pas d'humanité là où il n'y a pas de responsabilité, et il n'y a pas d'humanité là aussi où il n'y a pas d'application ferme des principes du droit votés par la représentation nationale lorsqu'il s'agit de ces questions essentielles. Remise en place du système d'asile, avec les résultats que je viens de vous indiquer, allocation de moyens supplémentaires, renforcement aussi des moyens des forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de lutter contre l'immigration irrégulière et contre les filières de passeurs si nous ne remettons pas à niveau notre dispositif policier pour faire face. Et de ce point de vue-là, la suppression de 15 unités de force mobile entre 2007 et 2012 a, dans le contexte que nous connaissons, quelques effets collatéraux. Quand il faut à la fois, par la mobilisation des unités de force mobile, mettre en œuvre le plan Vigipirate dans un contexte de risque terroriste élevé, procéder à la sécurisation des frontières et d'infrastructures de transport lourdes, à la fois à Calais et à Vintimille,
Assurer par ailleurs la présence dans des quartiers sensibles où la présence d'une unité de force mobile est un des éléments de diminution de la délinquance. Eh bien, lorsqu'on a perdu 15 unités de force mobile, cela se sent dans les tensions qui pèsent sur le ministère de l'Intérieur, qui doit, en toutes circonstances, être en situation de remplir ses missions régaliennes. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et aujourd'hui comme Premier ministre, a décidé, malgré la contrainte budgétaire, de rehausser les moyens des services qui dépendent du ministère de l'Intérieur et qui ont pour mission d'assurer la lutte contre l'immigration irrégulière. 500 policiers et gendarmes de plus chaque année, 1500 affectés à la lutte contre le terrorisme dans le cadre du plan de lutte antiterroriste décidé au mois de janvier. Et le Premier ministre a indiqué que, face à l'ampleur du phénomène migratoire, c'était 900 policiers et gendarmes supplémentaires qui seraient affectés aux forces de sécurité dans les 2 ans qui viennent, de manière à leur permettre de remplir les missions qui sont les leurs en matière de contrôle des frontières et en matière de démantèlement des filières de l'immigration irrégulière. Mais sans attendre cette remise à niveau, quelle est, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de démantèlement des filières de l'immigration irrégulière, quels sont les résultats ? Depuis le début de l'année 2015, ce sont 177 filières représentant 3 300 personnes qui ont été démantelées. Ces 3 300 personnes ont été interpellées, pour une grande partie d'entre elles judiciarisées. Elles constituent cette horde de délinquants qui, dans les filières de la traite des êtres humains, poussent vers la mort des hommes, des femmes en situation de vulnérabilité. Le nombre d'acteurs de l'immigration irrégulière qui ont été maîtrisés depuis 2014 a augmenté de 25% et nous avions le même résultat entre 2014 et 2015. Sur la seule ville de Calais, j'en parle devant la sénatrice Natacha Bouchard, c'est 20 filières de l'immigration irrégulière qui ont été démantelées depuis le début de l'année, représentant à peu près 800 acteurs. Et nous allons poursuivre cette action résolument, sans trêve ni pause, parce que nous devons combattre nationalement et au plan européen ces filières de l'immigration irrégulière, qui sont encore une fois de véritables filières de la traite des êtres humains. Voilà ce que nous avons fait au plan national, voilà ce que nous avons fait au plan européen. Je voudrais dire maintenant quelques mots sur ce qu'il reste à faire. Il y a devant nous la loi sur le séjour. Cette loi sur le séjour donne d'autres outils au gouvernement pour pouvoir procéder à l'éloignement dans des conditions humaines de ceux qui doivent l'être. Je pense à la clarification de la compétence entre le juge administratif et le juge judiciaire. Je pense également aux outils dont nous nous dotons pour faire en sorte que ceux qui, au moment de l'enregistrement, ne veulent pas se conformer aux règles qui sont celles de l'Union européenne, puissent se voir convaincus de le faire par des processus de judiciarisation qui ont leur efficacité. Et je suis convaincu que l'articulation entre la loi Asile et la loi sur le séjour, en cours de discussion devant le Parlement et qui viendra devant le Sénat dans les prochaines semaines, permettra d'aboutir à un vrai résultat. Mais il reste aussi, à quelques jours du Conseil JAI, d'autres chantiers à concrétiser. Et là aussi, le Premier ministre a eu l'occasion, devant l'Assemblée nationale tout à l'heure, d'exprimer quelles sont les priorités de la France, et je les résume en quelques mots. D'abord, faire en sorte que les hotspots, dont le principe a été acté à l'occasion du Conseil JAI de lundi dernier, soient mis en œuvre effectivement dans les prochains jours sous maîtrise d'ouvrage de l'Union européenne, qu'ils puissent faire l'objet d'une mise en œuvre, notamment en Grèce, dans les meilleurs délais, pour que le processus de relocalisation puisse être enclenché et que la détresse des migrants relevant du statut de réfugié puisse être soulagée dans les meilleurs délais. Et pour cela, nous avons besoin d'un engagement fort de la Commission européenne et d'un engagement rapide, dès lors que le principe a été acté lundi dernier. Deuxièmement, il est important que la haute représentante pour l'Union européenne, Mme Mogherini, en charge de la négociation des conventions de retour avec les pays de provenance et de la mise en place des centres de maintien et de retour, puisse rapidement conclure les conventions qui doivent être passées avec les pays de provenance, de manière à ce que nous ayons une efficacité du dispositif global. Parce que si ceux qui arrivent
dans les hotspots et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du statut de réfugié ne sont pas reconduits, éloignés vers leur pays de provenance, il n'y aura pas d'efficacité de ce que nous faisons au plan européen. Donc, la deuxième exigence de la France, c'est une rapidité dans la mise en œuvre de cette disposition sous l'impulsion de la haute représentante. Troisièmement, nous souhaitons que les niveaux du HCR, les niveaux de contribution du HCR aux centres de réfugiés qui sont en Turquie, en Jordanie, au Liban, soient rehaussés rapidement, de manière à ce qu'il n'y ait pas de nouveaux mouvements de population qui aggravent encore la crise migratoire et que nous puissions avoir le temps de mettre en œuvre, dans des conditions maîtrisées, le processus de relocalisation. Et la France a indiqué sa disponibilité pour qu'un dispositif conventionnel soit élaboré et signé avec la Serbie, permettant à la Serbie de nous aider à la mise en place de ce processus de maîtrise des flux migratoires, puisqu'elle a dit sa disponibilité pour mettre chez elle des centres intermédiaires permettant de garder pendant quelques semaines en Serbie des migrants relevant du statut de réfugiés qui auraient vocation à être accueillis en Europe. Il faut aussi, c'est notre demande, augmenter les moyens de Frontex pour assurer la bonne maîtrise des frontières extérieures de l'Union européenne. Et pour ce qui concerne le processus de relocalisation, nous avons là aussi clairement dit que l'Europe ne peut pas être une Europe à la carte, que la solidarité ne peut pas concerner les uns sans concerner les autres, et que l'Europe faillirait si l'ensemble des pays qui la constituent ne montraient pas leur capacité ensemble, dans la solidarité, à faire fonctionner un principe humanitaire qui renvoie aux valeurs les plus éminentes que les pères fondateurs de l'Union européenne ont placées comme une espérance au cœur des institutions de l'Europe. Je voudrais conclure, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, en 2 mots. D'abord, le débat qui nous rassemble est un débat sur lequel il doit y avoir beaucoup de rigueur, parce qu'il arrive que sur ce sujet, qui n'est pas sans être un sujet de débat politique et parfois même de débat électoral, beaucoup d'approximations laissent certains acteurs politiques à penser qu'ils pourraient faire beaucoup de voix. J'ai vu, par exemple, certains principes convoqués récemment de manière étrange. Je pense, par exemple, je le dis sans esprit de polémique, mais plutôt avec l'esprit juridique, le principe de réfugié de guerre. C'est intéressant, le principe de réfugié de guerre, il n'y a pas de raison de ne pas accepter qu'il puisse être mis sur le métier. Et considérant qu'il y avait en France 2 dispositifs, le droit d'asile, qui est un et indivisible, et qui ne distingue pas les réfugiés selon la nature des drames auxquels ils sont confrontés, et puis une protection dite subsidiaire, qui permet à ceux qui sont victimes de la guerre dans leur pays, mais qui ne relèvent pas de l'asile, parce qu'ils ne sont pas persécutés, de pouvoir bénéficier d'une protection en France. Il nous paraissait que ces 2 dispositifs couvraient à eux seuls parfaitement la totalité du champ des possibles auxquels des hommes, des femmes en situation de vulnérabilité peuvent être confrontés. Mais on m'a expliqué à ce moment-là que le statut de réfugié de guerre trouvait sa place dans une directive de 2001. Vous pouvez lire la directive de 2001, il n'y a pas, à aucun moment, à aucun alinéa, vous trouverez le concept de réfugié de guerre. Ce que vous trouverez dans la directive de 2001, c'est un concept qui est la protection transitoire, qui est l'équivalent au plan européen de ce qu'est la protection subsidiaire. Donc le statut de réfugié de guerre n'est pas une mauvaise proposition, c'est une proposition sans objet, puisque ceux qui pourraient relever du statut de réfugié de guerre en Europe peuvent bénéficier exactement dans les mêmes conditions de ce qu'on appelle la protection subsidiaire en France. C'est donc une proposition qui ne me choque pas, mais qui a une inutilité absolue, puisqu'elle existe déjà en droit français. Et il n'est donc jamais mauvais de faire des propositions sur ce qui existe déjà, et depuis longtemps. C'est d'ailleurs la meilleure manière de réussir un consensus que de proposer ce qui existe déjà depuis longtemps et que personne ne conteste jamais, puisqu'on s'y est accoutumé. Ce qui est plus étrange, surtout quand c'est par le truchement de hauts responsables politiques qui ont exercé les responsabilités que j'exerce actuellement, c'est de faire apparaître comme totalement nouveau ce qui existe depuis très longtemps et que chacun connaît qui s'intéresse à ces sujets.
Je pourrais prendre un autre exemple qui est celui de Schengen. On propose un Schengen 2. Pourquoi pas ? Moi-même, j'ai souvent ressenti la nécessité de procéder à une évolution de Schengen. Dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, faire en sorte que dans le cadre du code Schengen actuel, on puisse procéder à des contrôles coordonnés et simultanés aux frontières de l'Union européenne pour être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme ne me paraît pas absurde. Dans le cadre de Schengen, parce que les règles l'autorisent, procéder à des contrôles aux frontières, à l'instar de ce que font les Allemands ou de ce que j'ai fait il y a de cela quelques mois à la frontière franco-italienne, n'est pas choquant. Et donc je me suis posé la question de savoir ce qu'était Schengen 2. Alors il y a eu plusieurs déclarations intéressantes qui expliquaient ce qu'était Schengen 2. Une première qui expliquait que Schengen 2, c'était Schengen 1 dont on respecterait les règles. Bon, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut manifester de désaccord là non plus entre nous. Il est rare que des ensembles aussi complexes que l'Union européenne se dotent de règles pour ne pas vouloir les respecter. Donc si Schengen 2, c'est Schengen 1 avec les mêmes règles dont on respecterait les principes, je pense que nous pouvons, à l'exception de 1 ou 2 sénateurs que je vois en haut de l'hémicycle, tomber d'accord pour que nous puissions cheminer ensemble sur ce point. Ensuite, j'ai entendu que Schengen 2, c'était des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne et qu'il fallait pouvoir mettre en place ces frontières pour éviter que ne franchissent les frontières extérieures de l'Union européenne ceux qui ne relèvent pas du statut de réfugié en Europe. Mais lorsque, dans le cadre des règles de Schengen 1, les pays de l'Union européenne proposent la mise en place de hotspots en Italie et en Grèce, que fait-on si ce n'est d'assurer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne en mettant en place des dispositifs qui permettent de distinguer les réfugiés de ceux qui ne le sont pas ? Par conséquent, si Schengen 2 consiste à faire ce que nous faisons déjà dans Schengen 1 avec les pays de l'Union européenne, là non plus, je n'ai pas vraiment de désaccord. Et puis, il y a eu une troisième proposition que j'ai vue poindre dans Le Figaro la semaine dernière, c'est Schengen 2, c'est des frontières à l'intérieur de l'Union européenne, mais simplement pour ceux qui ne sont pas européens. Là, c'est plus compliqué pour avoir un accord, parce que si nous mettons en place des frontières intérieures à l'Union européenne, c'est-à-dire entre nos pays, outre le fait qu'il faudra déployer des moyens considérables pour les réinstaurer, je voudrais que l'on m'explique à partir de quels critères et selon quelles modalités, lorsque ces frontières seront franchies, on distinguera les Européens des autres. Et comment on pourra les distinguer sans les interpeller tous ou sans les bloquer tous à la frontière ? Je ne connais, malgré les progrès faits par nos meilleures industries, Morpho, Safran et les autres, aucun dispositif qui permette spontanément, par les truchements et les progrès de la technologie, de distinguer aux frontières spontanément ceux qui sont européens de ceux qui ne le sont pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si la seule modification de Schengen, c'est la mise en place de ce dispositif, il faudra discuter longtemps dans cet hémicycle et dans d'autres, et notamment au Parlement européen, pour arriver à trouver un accord qui permette de mettre en oeuvre un tel dispositif sans remettre en cause totalement le fonctionnement de l'Union européenne, y compris le fonctionnement du marché intérieur. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je souhaitais vous dire. J'espère que le débat que nous aurons ce soir nous permettra de cheminer ensemble. J'ai grand espoir que ce soit le cas, mais une petite lucidité me conduit aussi à penser que cela pourrait ne pas être atteint dès ce soir. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait prêt à revenir la semaine prochaine.